Il y a des antagonistes dont on regarde les agissements de haut. On se complaît à les voir répandre leurs mauvaises graines sans forcément chercher à comprendre ce que cela dit de nous. On sait que ce qu'ils font est répréhensible, et surtout nous sommes conscients de le savoir, et jamais on ne se sent pris à partie dans ce combat du bien contre le mal. Lorsque ce dernier est vaincu, on ressent une satisfaction, à condition que l'on ait intériorisé qu'ils défendaient le mauvais camp de façon binaire. Mais à l'opposé de ces méchants-là, il y a ces autres antagonistes, ceux qui, au milieu de l'action, vous regardent dans les yeux, analysant à travers les pages ou à travers votre écran vos réactions. Non, c'est pire que ça. Ils vous poussent à la réflexion. Que vous les reniez ou que vous les tolériez, ne serait-ce qu'infiniment, ils vous intègrent à cet affrontement du bien et du mal, car ils savent que vous êtes là, et que dans le fond, il n'y a aucune raison que vous ne preniez pas part à ce conflit. Dans Méridien de sang, publié en 1985 chez Random House et écrit par Cormac McCarthy, fils d'un immigré irlandais né en 1935 et auteur de nombreux succès littéraires comme La Route ou No Country for Old Men, la violence est omniprésente. Le roman se situe au milieu du XIXe siècle, en pleine conquête de l'ouest des États-Unis. Dans un style littéraire abrupt qui nous embourbe dans chaque affrontement et nous prend à partie dans les dilemmes moraux, on suit le Kid, un garçon de 14 ans embarqué dans la bande de chasseurs de scalps de John Joel Glanton. Dans ce contexte géographique et historique où la mort pèse et où le sang coule, le Kid est évidemment tourné vers la violence, mais pas tout à fait comme les autres. Ses gestes sont souvent des réflexes, ceux d'une bête blessée. Il ne ressent ni désir ni besoin d'engendrer le mal. Il est contraint à le faire prospérer pour sa propre intégrité. Cette mince part d'humanité, presque imperceptible tant elle est au milieu d'un environnement pourri, c'est l'ultime représentant du bien dans le méridien de sang. C'est cette mince résistance, une pauvre velléité, qui constituera, plus que l'individualité du Kid même, l'adversaire du mal dans le roman. De l'autre côté, le juge Holden, une présence imposante capable de retourner une foule sans forcer. Un homme à l'allure surréaliste, extraordinaire, aux affirmations métaphysiques tout aussi peu croyables. Dans son carnet, il note, dessine, efface, redessine, puis affirme ce qu'il ne peut pas nommer n'existe pas, tout simplement. Il n'avance pas avec prétention qu'il sait tout, non. Il nous explique que ce qu'il ne connaît pas n'est physiquement pas de l'ordre du réel. Il ne note pas ses souvenirs dans son carnet. Il décrète ce qui est et ce qui n'est pas. Et le récit ne va pas essayer de démentir cette affirmation, nous laissant donc avec l'interrogation de sa potentielle omniscience. Quant à Dieu, pour lui qui dit tout savoir, mais qu'en est-il de Dieu ? Dieu est la guerre, et donc la guerre est Dieu, dit-il. Elle n'est pas un accident, une faute des hommes, elle est la loi la plus empirique de ce monde. Alors il faut y participer avec foi. Elle ne doit pas être nécessaire, elle doit être la volonté première des hommes. Aller au combat par contrainte est alors de l'ordre du profane, du blasphème, et c'est pour ça qu'à ses yeux, le Kid doit être corrigé des doutes qui l'empêchent de participer pleinement à la grande danse qu'il décrit comme étant la guerre. Et là où le juge devient abject, c'est au moment où par intégrisme et dans la continuité de sa logique de possession et de participation, il va se permettre d'emmener avec lui dans la pente du mal et de la corruption tous les enfants qu'il croisera au cours du roman. Personne, absolument personne, n'est épargné par le juge. La guerre doit être absolue et exhaustive, sinon il s'agirait, encore une fois, d'un blasphème envers ce qu'elle représente. L'antagonisme du juge se conclut par une traque finale, où il marche inlassablement sur les pas du Kid, car ce qu'il peut nommer, il le possède. Ce qu'il possède, il l'entraîne dans sa danse. La poursuite est un rite. Le juge réclame l'adhésion sans faille de ses possessions matérielles et humaines, alors le Kid doit en faire partie. Et une interrogation revient inlassablement. Une question qui n'est posée frontalement qu'une seule fois dans le livre. Lorsqu'un soir, au coin d'un feu, le Kid demande à Tobin, un ex-prêtre également membre du gang, de quoi Holden est-il le juge. Pour seule réponse, nous avons une mise en garde de Tobin qui avertit le Kid de ne pas poser ce genre de questions, car le juge ne dort jamais et qu'il entend tout. He never sleeps. He says that he will never die.
He dances in light and in shadow, and he is a great favorite. He never sleeps, the judge. He is dancing, dancing. He says that he will never die. McCarthy nous laisse donc seuls, avec nos interprétations et nos théories. Personnellement, j'aimerais vous en présenter 3, qui peuvent être prises individuellement, mais aussi se combiner car elles ne se contredisent pas. Tout d'abord, si la guerre est Dieu, alors il donne le jugement dernier, à ceux qui ont accepté de faire le mal pour servir Dieu, et à ceux qui, comme l'enfant, le font par nécessité. Ce sont ces derniers qu'il cherche à punir. De ce fait, il s'autoproclame Saint Nicolas sur terre. Ensuite, comme vu plus tôt, il peut être le juge de ce qui existe et de ce qui n'existe tout simplement pas, car il est un être omniscient au savoir infini. Il serait le juge de la plus pure des vérités. Enfin, il pourrait être le juge de nos névroses, lui pour qui l'existence des hommes n'a pas de sens s'ils ne s'abandonnent pas à l'exécution de leurs plus vils désirs, même cachés. Il juge donc la volonté des hommes, car il sait mieux que nous ce que nous voulons de cette vie. Avant de conclure cette vidéo, il faut parler d'une source tout à fait historique. Un témoin du 19e siècle, soldat et dessinateur, Samuel Emery Chamberlain, auteur d'un manuscrit illustré, My Confession, The Recollection of a Rogue, où il raconte la guerre américano-mexicaine, ses errances qui lui sont propres dans le nord du Mexique et de l'ouest américain, et surtout, de sa rencontre avec une bande de chasseurs de scalps menée par un certain John Joel Glanton et de son adjoint, de son second, le surnommé juge Holden. Chamberlain ne tarira pas le juge d'éloge pour l'homme qu'il a été. Cependant, il parle bien d'un homme sanguinaire au savoir invraisemblable. Quoi qu'il en soit, 40 ans après la publication du livre, le juge continue à hanter ses lecteurs. Il suffit de voir la quantité de threads Reddit américains faits à son sujet, analysant chacune de ses actions sous tous les prismes possibles. Les questions qu'il nous pose continuent à tourner dans nos têtes après la fin du roman. C'est pourquoi je ne peux que vous recommander la lecture du Méridien de sang de Cormac McCarthy et vous souhaiter bon courage pour votre rencontre avec le juge.